Voici l'essentiel sur l'aspect psychologique d'une intervention en secourisme. Le stress, on le sait, c'est une réaction tout à fait normale face à une urgence. Mais comprenez bien que saisir son impact psychologique sur la victime comme sur vous-même, c'est vraiment la clé pour réussir vos premiers soins. Premièrement, attendez-vous à l'imprévu. Vous savez, une victime ne réagit pas toujours logiquement. Elle peut complètement nier la gravité, se résigner ou même devenir super agressive. Votre rôle, c'est de repérer ses comportements pour l'amener doucement à collaborer, vers ce fameux état de combat. Deuxièmement, n'oubliez pas que vous n'êtes pas des robots. Le stress va vous frapper aussi, c'est sûr. Vous pourriez subir l'effet tunnel où votre vision se fige sur l'accident, trouver que le temps s'étire à l'infini ou carrément oublier vos procédures. L'objectif, c'est vraiment de surmonter cette panique pour retrouver vos esprits et agir calmement. Finalement, il faut absolument gérer ce stress pendant, mais aussi après l'événement. Sur le terrain, préparez-vous mentalement, parlez très lentement, éloignez les curieux pour faire baisser la pression et posez juste une question à la fois. Et surtout, après l'intervention, ne banalisez pas le risque de stress post-traumatique. Si des cauchemars ou de l'anxiété s'installent, parlez-en et allez chercher du vrai soutien psychologique. En résumé, décodez les émotions de la victime et maîtrisez les vôtres. C'est littéralement tout aussi vital que de bien faire vos manœuvres physiques. Alors restez avec nous parce que notre épisode complet pour creuser tous ces concepts fascinants arrive à l'instant. Bienvenue dans cette nouvelle analyse approfondie. Une plongée conçue vraiment sur mesure pour les esprits curieux. Ouais, ceux qui aiment comprendre les rouages invisibles de notre quotidien, en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, l'attention se porte sur un document qui, à première vue, a l'air d'être la chose la plus ennuyeuse qu'on puisse trouver sur le bureau d'un responsable des ressources humaines. Ah, tu parles du manuel officiel. Absolument. Le manuel Secourisme en milieu de travail. C'est la 9e édition, publiée en 2022 par la CNSST. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, c'est un titre assez lourd. Bah oui, très institutionnel. Mais que notre auditoire se rassure tout de suite, la mission de cette exploration, c'est pas du tout de réciter un cours de secourisme aride avec des diapositives soporifiques. Surtout pas. En parcourant ce document, on découvre en fait une véritable pépite d'observation comportementale. L'objectif, c'est de se concentrer exclusivement sur un chapitre crucial, celui de l'approche utilisée pour l'intervention. Et c'est là que ça devient captivant. Parce qu'à travers ces pages, on a une analyse fascinante de la mécanique des crises, de la psychologie de l'urgence, et, je dirais même, de la façon dont le cerveau humain disjoncte complètement face à un danger imminent. Exactement. D'accord, décortiquons tout cela. Car la prémisse même de ce manuel repose sur une idée assez troublante. L'idée que, face au chaos, notre instinct naturel est souvent notre pire ennemi. Ouais, et c'est une réalité neurologique qu'il faut accepter d'emblée. Quand le chaos s'installe, que ce soit un accident de machinerie lourd ou juste un malaise cardiaque au milieu d'un bureau à aéro vert, l'esprit humain est instantanément submergé. Sous l'effet de l'adrénaline, j'imagine. C'est ça, une décharge massive. Les ressources cognitives deviennent extrêmement limitées. On perd littéralement la capacité de prioriser les choses. Et c'est précisément pour contourner cette faille biologique que le manuel impose une structure rigide, non Charles? C'est tout à fait. Dans l'urgence, l'improvisation est fatale. Il faut s'en remettre à un protocole strict. C'est une séquence d'intervention en 8 étapes qui agit comme un garde-fou cognitif pour le secouriste. Un peu comme la liste de vérification d'un pilote d'avion. C'est la meilleure analogie. Le pilote ne saute aucune étape de sa fameuse checklist, même si les moteurs fument ou que les alarmes hurlent dans la cabine. Exactement. La structure préétablie prend le relais quand le cerveau rationnel a soudainement juste envie de crier et de courir en rond. Cette séquence dicte de sécuriser les lieux d'abord, d'évaluer la conscience, d'appeler les secours, puis de faire une évaluation méthodique. Sans jamais dévier de la trajectoire. Jamais. Et au cœur de cette chorégraphie de l'urgence, il y a ce concept central, presque légendaire dans les premiers soins. Le fameux l'ABC. Le ABC, ouais, la base absolue. Mais en lisant la source de près, j'ai remarqué un détail biomécanique fascinant concernant la lettre A. Si l'on soupçonne un traumatisme de la colonne vertébrale, le manuel interdit formellement de basculer la tête de la victime en arrière. C'est vrai, c'est une règle d'or. Mais alors, comment on fait pour ouvrir les voies respiratoires sans bouger le cou? C'est un casse-tête physique. Et c'est là que l'ingénierie corporelle entre en jeu, tu vois. La méthode classique de ABC est simple. Le L' initial, c'est l'évaluation de l'état de conscience. Est-ce que tu l'as? M'entends-tu? D'accord. Ensuite, on passe au A pour airway, l'ouverture des voies respiratoires. Effectivement, basculer la tête en arrière dégage la langue. Mais si une vertèbre cervicale est fracturée... Ce mouvement peut sectionner la moelle épinière. Exactement.
c'est la paralysie ou pire. Le manuel décrit donc une manœuvre clinique de substitution. Ça s'appelle la subluxation de la mâchoire. Ça a l'air technique. Comment ça marche concrètement? Le secouriste vient placer ses mains de chaque côté de la mâchoire inférieure et il la soulève fermement vers le haut, en ligne droite. Vers le haut, d'accord. Ça déplace la langue vers l'avant, ça dégage le conduit respiratoire, mais ça garde la tête et la colonne parfaitement alignées. Comme figé dans un bloc de ciment. C'est tout à fait ça. Une fois ce conduit dégagé, le protocole force l'intervenant à vérifier le B pour breathing, donc la respiration. Et enfin le C. Le C pour circulation, la vérification des signes vitaux et la recherche d'hémorragie sévère. L'ordre de ces lettres semble d'une logique implacable. Inutile de s'inquiéter d'une jambe qui saigne si l'air ne se rend même pas aux poumons. C'est la base de la survie. Mais en lisant un peu plus loin, il y a une exception majeure qui vient complètement renverser cette règle. Et c'est un changement assez récent dans l'histoire des premiers soins. Ah oui, le changement de paradigme. En cas d'arrêt cardio-respiratoire, si la personne ne respire plus du tout ou présente une respiration agonale. Les allaitements saccadés, inefficaces. Voilà. Dans ce cas, l'acronyme se transforme, ce n'est plus l'ABC, ça devient l'ECAB, le C passe en premier. Et c'est fascinant parce que ce renversement vers le laisser AB reflète notre compréhension moderne de la physiologie. Pendant des décennies, on a cru que remettre de l'air dans les poumons était la priorité numéro 1. C'est ce qu'on voyait dans tous les films, le bouche-à-bouche immédiat. Exactement. Mais les données cliniques ont prouvé que lors d'un arrêt cardiaque soudain, le sang de la victime contient encore une réserve d'oxygène vitale. Comme une batterie d'oxygène temporaire, en fait. C'est la métaphore parfaite. Le sang agit comme une batterie. Si le cœur s'arrête, cette batterie ne se rend plus au cerveau, et les lésions cérébrales irréversibles débutent en quelques minutes. Donc, dans ce contexte précis, les compressions thoraciques passent avant tout. C'est la priorité immédiate. Il faut forcer mécaniquement ce sang résiduel et oxygéné à monter vers le cerveau. Et ça, avant même de s'inquiéter d'ouvrir les voies respiratoires avec le A. C'est littéralement une course contre la mort cellulaire. Toujours dans cette idée de suivre un protocole strict pour éviter des erreurs dramatiques, le manuel aborde un autre point, la question des communications avec les services d'urgence. Un point souvent sous-estimé. Et là encore, il y a une consigne de la CNST très spécifique que le grand public ignore souvent. Lors de l'appel au 911, c'est le répartiteur des urgences qui doit raccrocher en premier, jamais l'appelant. Jamais. On pourrait se dire que c'est un simple détail de politesse, mais j'imagine qu'il y a une logistique beaucoup plus lourde derrière ça. Absolument. Il est fascinant d'observer à quel point cette simple règle comportementale colmate une énorme brèche dans la chaîne de survie. Comment ça? Sous le coup de l'émotion, un appelant a tendance à crier qu'il y a un accident, à donner une adresse hyper vague et à raccrocher frénétiquement pour retourner aider la victime. On va agir vite. Oui, mais imagine une usine tentaculaire avec 15 portes d'accès différentes. Si l'appelant raccroche trop tôt, l'ambulance risque de tourner autour du bâtiment pendant 10 minutes cruciales. Ah, je vois. Laisser le répartiteur maîtriser la fin de l'appel garantit qu'il ait le temps d'extraire toutes les informations vitales. Le numéro de la porte exacte, la présence de matières dangereuses sur les lieux, ce genre de détails qui sauvent des vies. Ce qui crée une transition toute naturelle vers l'idée de protection. Parce qu'on passe de la protection de la scène à la protection intime du secouriste. Le fameux bouclier invisible contre les risques infectieux. Un sujet délicat, ouais. Intervenir lors d'un accident, c'est souvent entrer en contact avec la réalité la plus crue de la biologie humaine, le sang. Et avec le sang vient le spectre des agents microbiens transmissibles. Spécifiquement les virus de l'hépatite B et C, ainsi que le VIH. Ce qui est fascinant ici, c'est l'approche extrêmement pragmatique adoptée face à cette menace. La peur de contracter une infection virale sévère est normale, c'est humain. Oui, tout le monde a peur de ça. Cependant, le manuel martèle que cette crainte ne doit jamais justifier l'inaction. On ne laisse pas quelqu'un se vider de son sang par peur des microbes. Au lieu de ça, cette angoisse doit être canalisée. Elle doit dicter une utilisation systématique, rigoureuse, presque militaire, des barrières de protection. Le danger invisible n'est pas un signal de fuite, c'est un signal d'équipement. Et les détails concrets de cette prévention montrent à quel point nos petites habitudes quotidiennes sont insuffisantes. Prenons le lavage des mains. Ah, vaste sujet. Il ne s'agit pas de passer ses doigts 3 secondes sous un filet d'eau tiède. Le manuel prescrit une minute complète sous l'eau courante avec du savon. 1 minute, c'est long quand on y pense. Très long. Et un point retient particulièrement l'attention. Il est fortement déconseillé de se brosser les mains vigoureusement avec une brosse dure. Oui, et la raison est purement anatomique. Le but est d'éviter de créer des micro-lésions invisibles sur la peau. Qui deviendraient des portes d'entrée pour les virus, c'est ça? Exactement. Des portes d'entrée grand ouvertes. Sans compter la consigne de garder des ongles courts et l'interdiction de porter des bagues.
Une bague, ça peut facilement déchirer un gant en nitrile dans l'action. En parlant de gants, l'utilisation des gants soulève un phénomène assez ironique, ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du gant de protection. Ah, la fameuse fausse sécurité. La source insiste lourdement sur la nécessité de se laver les mains avant de mettre les gants. Ça, c'est logique. Mais aussi et surtout après les avoir retirés. Ouais. Spontanément, on a tendance à croire qu'une main enveloppée dans du latex reste chirurgicalement propre. Alors que pas du tout. Pas du tout. En réalité, l'environnement sombre, chaud et excessivement humide qui se crée à l'intérieur du gant accélère de façon spectaculaire la multiplication des bactéries, celles qui se trouvaient déjà sur la peau. Le gant agit comme un bouclier contre l'extérieur, mais il se transforme en véritable serre bactériologique à l'intérieur. On détruit le mythe du gant magique qui rend stérile. C'est exactement ça. Il faut laver la serre après l'avoir retirée. Et le manuel prévoit aussi l'utilisation primordiale du masque de poche, celui muni d'une valve unidirectionnelle pour la réanimation, pour éviter les retours de fluide. Mais que se passe-t-il quand l'impensable survient ? Quand le bouclier cède. Voilà. Quand malgré toute cette minutie, une écharpe contaminée transperce le gant ou qu'on reçoit une éclaboussure de sang directement dans l'œil. C'est ce qu'on appelle le protocole d'exposition accidentelle. Et là, c'est la méthode clinique qui doit primer sur la panique viscérale. Plus facile à dire qu'à faire. C'est clair. Si la peau est lésée par une piqûre, la première réaction instinctive, presque animale, c'est souvent de presser fortement la plaie pour faire sortir le sang. En s'imaginant qu'on va expulser le virus. Exactement. Mais le manuel est catégorique. Il ne faut surtout pas faire saigner la plaie intentionnellement. Ça risque d'endommager davantage les tissus et d'aggraver la situation en poussant les agents pathogènes plus profondément. D'accord. Donc, on fait quoi ? Il faut nettoyer immédiatement, doucement, avec un savon doux et rincer abondamment à l'eau. Pour les muqueuses, comme les yeux, on rince à grande eau, sans frotter. Ensuite, il faut noter les coordonnées de la personne source de l'exposition. Mais il y a surtout cette contrainte de temps, non ? Ça résonne un peu comme un compte à rebours de film d'action. Ouais, l'horloge tourne. Il faut impérativement se rendre à l'hôpital dans un délai maximal de 2 heures. C'est la fenêtre thérapeutique critique. C'est le délai dont disposent les médecins pour administrer une prophylaxie post-exposition. Des médicaments antiviraux très puissants avant que le virus n'ait le temps de s'installer et de se répliquer dans l'organisme du secouriste. C'est une véritable course neurobiologique. Et ça nous fait d'ailleurs glisser vers la partie la plus dense de ce document. L'impact psychologique et physiologique foudroyant d'un accident. La gestion du stress. C'est là que la théorie se heurte de plein fouet à la nature humaine. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on quitte la mécanique pure des pansements pour entrer dans la chimie très complexe du cerveau face à l'horreur. Oh que oui. Manuel décrit avec précision les réactions physiologiques. Dès qu'un accident majeur se produit, la fréquence cardiaque s'emballe, la tension artérielle grimpe en flèche, les bronches s'ouvrent au maximum pour capter plus d'oxygène. Les pupilles se dilatent pour emmagasiner la lumière. Et le foie largue une dose massive de sucre dans le sang pour nourrir les muscles. C'est le corps tout entier qui crie « Prépare-toi au choc ». C'est le mode survie primaire. Mais ce qui est captivant, c'est de lire comment cette violente tempête chimique dicte des comportements totalement irrationnels chez la victime. Le manuel décrit 4 réactions typiques. Elles sont assez déconcertantes. En effet, on voit comment le cerveau disjoncte face au danger. La première réaction, c'est la fuite. Et attention, ce n'est pas seulement courir au loin, c'est un déni absolu de la réalité physique. Un déni, c'est-à-dire ? Imagine un travailleur dans une usine qui vient de se fracturer le bras de manière évidente. L'os est visible. Mais il se relève, ramasse ses outils et affirme avec insistance que tout va bien, qu'il n'a rien, qu'il faut le laisser retourner travailler. C'est fou. Le cerveau refuse d'intégrer le traumatisme. Complètement. La deuxième réaction est particulièrement glaçante à observer sur le terrain, c'est l'abandon. C'est un effondrement total, c'est ça, comme si le corps débranchait la prise. C'est exactement ça. Une résignation psychologique morbide. La personne s'effondre et décide, consciemment ou non, qu'elle va mourir. Et ce, même si ses blessures physiques sont mineures et ne mettent pas sa vie en danger immédiat. Toute combativité s'évapore. Oui. Ensuite, le troisième comportement, c'est l'agressivité. Sous l'effet d'une surcharge d'adrénaline, l'instinct de survie se pervertit et se transforme en hostilité ouverte. Contre la personne qui vient aider. Ouais, la victime se met à hurler des injures, repousse les mains du secouriste et peut même faire preuve de violence physique envers celui qui essaye de la sauver. Quel cauchemar pour l'intervenant. Et enfin, il y a le comportement espéré, le combat. Ça se traduit paradoxalement par une collaboration positive et active pour s'en sortir.
La victime écoute les consignes et tente de contrôler sa respiration. C'est incroyable de réaliser à quel point le secouriste doit d'abord gérer un cerveau en panique avant même de pouvoir s'occuper d'une blessure physique. C'est un double travail. Mais le plus troublant dans ce chapitre, c'est que l'intervenant lui-même n'est pas du tout immunisé contre cette tempête chimique. Son propre cerveau subit des altérations perceptives incroyables. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, par exemple. Oui, le manuel en parle. C'est comme regarder la scène à travers un rouleau d'essuie-tout. Le champ de vision se rétrécit drastiquement pour ne se focaliser que sur la source principale du stress. Disons, une blessure qui saigne abondamment. Voilà. Et l'ouïe est tellement filtré que le secouriste pourrait ne même pas entendre les cris d'une deuxième victime située à 3 mètres de lui. C'est terrifiant quand on y pense. Et à ce rétrécissement de la perception s'ajoute une distorsion temporelle majeure, l'étirement du temps. Le temps qui ralentit au ralenti, comme dans les films. Sous l'emprise du stress extrême, le cerveau capte et enregistre les informations à une cadence frénétique. Ça crée une illusion rétrospective où les 5 minutes passées à attendre les ambulanciers semblent soudainement durer des heures interminables. Et le pire ennemi de l'intervention, c'est le désordre général. Ah oui, le désordre général. Face à la gravité de la situation, l'intervenant veut tout réparer tout de suite. Ça entraîne une surcharge cognitive immédiate. Et l'effacement soudain de la mémoire des protocoles. Même s'ils ont été pratiqués des dizaines de fois en formation, le cerveau plante. Un bel écran bleu. Purement et simplement. Alors, face à ce cerveau qui menace de disjoncter, comment fait-on pour dompter le chaos interne? La CNST propose des solutions, des ancrages mentaux très concrets. Heureusement. L'une d'elles commence avant même d'arriver près de la victime. C'est la révision mentale. Pendant qu'il marche vers les lieux, le secouriste doit s'imaginer la scène et repasser silencieusement sa séquence LABC dans sa tête. C'est exactement la technique de visualisation des skieurs alpins avant de se lancer sur la piste. Il y a aussi un contrôle strict de la voix. Il faut s'efforcer de parler lentement, de poser une seule question à la fois. Et surtout, la règle d'or, ne jamais crier plus fort que la personne secourue ou que le bruit des machines. Ce qui n'est pas intuitif dans le bruit. Et la gestion de l'environnement immédiat joue aussi un rôle fondamental. Le manuel insiste sur l'importance de délimiter un périmètre de sécurité. Pour éviter que les gens ne se blessent sur des débris? Pas seulement. Le véritable objectif est d'éloigner physiquement et visuellement les curieux. Le regard inquisiteur, les murmures, l'agitation d'une foule de témoins, tout ça agit comme un puissant amplificateur d'anxiété. Autant pour le secouriste que pour la victime qui se sent exposée. Repousser vigoureusement cette barrière humaine, c'est littéralement faire baisser la tension artérielle de toutes les personnes impliquées sur la scène. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie une fois que l'événement prend fin? Parce qu'à un moment donné, la sirène de l'ambulance finit par s'éloigner au bout de la rue. Les gyrophares disparaissent. Et le silence revient. On pourrait naïvement croire que le travail du secouriste s'arrête là, qu'il suffit de retirer ses gants de nitrile de la bonne façon, de se laver les mains pendant 1 minute et de retourner s'asseoir à son bureau. Ce serait bien trop simple. Le manuel consacre une section entière, très sérieuse, à l'onde de choc post-intervention. L'acte de porter secours laisse une empreinte profonde, parfois indélébile. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on comprend que la santé psychologique en milieu de travail est un continuum extrêmement fragile. Le manuel met en lumière une réalité très nuancée. C'est-à-dire? Un trouble de stress post-traumatique chez un intervenant ne survient pas uniquement après avoir été témoin d'un accident industriel catastrophique. Très souvent, c'est le phénomène de l'accumulation invisible. Des petits événements qui s'empilent. Voilà, un secouriste peut intervenir sur une coupure jugée tout à fait banale, mais si cette personne traverse déjà une période d'épuisement professionnel latent, cette petite intervention de trop va agir comme la goutte d'eau. Elle va faire déborder le vase cognitif et déclencher un syndrome traumatique. Et les signes cliniques à surveiller, décrits dans le manuel, sont loin des clichés explosifs hollywoodiens. Ce n'est pas toujours la crise de panique spectaculaire. Non, c'est souvent beaucoup plus insidieux. C'est la remémoration constante de l'événement en boucle. C'est le poids d'une culpabilité toxique, cette impression persistante de ne pas avoir posé le bon geste ou de ne pas avoir été assez rapide. Même si c'est généralement complètement faux. Et il y a les manifestations purement physiques, une anxiété généralisée sourde, des troubles digestifs inexpliqués qui s'installent, ou encore une insomnie tenace parce que le cerveau refuse de s'éteindre, terrorisé à l'idée de revivre la scène à travers un cauchemar. Pour contrer cette menace sournoise, la prévention à long terme est vitale et elle doit être institutionnalisée.
Le document met en avant l'importance des saines habitudes de vie comme première ligne de défense. Pour la résilience mentale. Oui. Mais le point névralgique, c'est la nécessité absolue de verbaliser l'événement. Participer à une rencontre de rétroaction. Un débriefing. Un débriefing structuré quelques jours après l'accident. Ça permet à l'intervenant de rationaliser le chaos qu'il a vécu et de clore formellement le chapitre cognitif. C'est ici que les employeurs ont une responsabilité énorme, Ils doivent offrir l'accès à un programme d'aide aux employés, le fameux PAE. qui permet de consulter un psychologue, oui, ou à défaut, diriger rapidement le travailleur vers un CLC ou des ressources privées. L'intervention n'est véritablement terminée que lorsque l'esprit de l'intervenant a été mis en sécurité. C'est un voyage impressionnant au cœur de nos propres limites. En explorant ce manuel, on réalise qu'on dépasse de très loin le simple concept de savoir comment appliquer un pansement compressif ou faire un massage cardiaque. On plonge dans l'essence même de la vulnérabilité humaine. Apprendre, maîtriser et appliquer les protocoles de ce chapitre, ça ne sert pas uniquement à certifier de bons techniciens des premiers secours pour répondre à une norme gouvernementale. Non, ça forge des individus profondément conscients des mécanismes de défense et de survie de notre propre espèce. Comprendre les ravages de l'effet tunnel, l'importance vitale des barrières invisibles contre l'infection et le poids écrasant des traumatismes accumulés. C'est obtenir une grille de lecture inestimable pour naviguer à travers l'imprévu. C'est une leçon magistrale de résilience structurelle face à la panique. Et cela soulève une question importante. Une réflexion qui, au fond, déborde très largement du cadre strict d'une usine, d'un bureau ou d'une urgence médicale sanglante. Une réflexion vertigineuse même, car si l'on y pense bien, une structure d'évaluation aussi froide, clinique et inflexible que la fameuse séquence LABC, si cette structure permet de sauver des vies au milieu d'un chaos total, dans quelle mesure l'application d'un protocole mental similaire pourrait-elle nous être utile au quotidien ? Ah, intéressant. Imaginez une approche détachée émotionnellement qui forcerait à évaluer les fonctions vitales d'une situation avant de se laisser emporter par la panique ou la colère. Est-ce qu'une sorte de ABC personnel pourrait nous aider à désamorcer un conflit majeur avec un proche ? Ou à traverser une crise financière soudaine. Exactement, bien en hors du périmètre rassurant de notre lieu de travail. L'urgence sous toutes ses formes est partout autour de nous. Le protocole pour y faire face, dans notre vie intime, lui, reste peut-être à inventer en s'inspirant de ces règles de survie. C'est une excellente réflexion pour conclure. C'est sur cette idée que se termine notre analyse approfondie d'aujourd'hui. Un immense merci à notre auditoire pour son écoute lors de cette exploration de la mécanique vitale humaine. Il est toujours préférable de garder un esprit curieux et de ne jamais oublier l'importance de protéger son ABC, peu importe la nature de la tempête. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.